Merci Maya d'avoir accepté d'intervenir sur Fleur de Cactus. Maya Latrobe, c'est ton nom complet. Tu es aujourd'hui accompagnatrice funéraire, un métier que tu fais depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Tu as fait le choix d'une reconversion et nous allons parler du chemin qui t'a amené à faire ce métier, qui est un chemin qui a été bouleversé par un burn-out en 2018. 2019, donc c'est encore plus récent. Et qui a été la rupture fracassante entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Je rappelle que le burn-out signifie en français le syndrome d'épuisement professionnel. Et c'est un phénomène qui s'est aggravé avec le télétravail devenu presque une norme avec la crise sanitaire. C'est un problème qui gagne de plus en plus de visibilité, mais qui est difficile à quantifier. Alors j'ai fait quelques petites recherches car peu d'enquêtes sérieuses ont été menées. L'INSEE va tout juste lancer une enquête sur un panel de 35 000 logements, chose tout à fait nouvelle, puisque jusqu'ici, c'était des cabinets privés qui menaient ces enquêtes sur 1000 à 2000 personnes. Et selon ces enquêtes-là, les résultats sont très inquiétants parce que 44% des Français seraient en burn-out en 2021. C'est tout récent. Maya, pourrais-tu nous raconter quel métier tu faisais avant d'être accompagnatrice funéraire ? Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est vrai que le burn-out, ça a été chez moi, il y a vraiment eu un avant, un après. C'est un sujet auquel, évidemment, je me confrontais. Il se trouve qu'en plus, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui était parti comme ça très subitement avec une incapacité de monter dans le métro pour aller au travail. Donc, qui peut évidemment s'apparaître... voilà, s'apparenter au burn-out avec vraiment, en fait, le burn-out, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est aussi comme ça qu'on peut l'expliquer, c'est que c'est le corps qui décide de s'arrêter, puisque toutes les alertes qu'il a données avant n'ont pas été entendues par le mental, et donc, à un moment, il débranche, tout simplement. Et donc, moi, je travaillais dans un théâtre. J'étais secrétaire générale, c'est-à-dire que je m'occupais donc de toute la partie communication, et j'étais aussi chef d'équipe pour la partie billetterie, accueil, relations publiques, etc. J'ai passé 16 ans dans ce théâtre. Beaucoup de polyvalence, j'imagine, beaucoup de projets à gérer en même temps. Voilà, le principe de la secrétaire générale, c'est qu'en fait, c'est vraiment un poste en étoile où on va vraiment faire en sorte que toutes les équipes travaillent dans la même direction. On va être aussi... En gros, en fait, tout le monde a sa liste de tâches et puis quand cette tâche n'appartient à personne, eh ben, c'est la secrétaire générale qui la gère. Voilà. On a un peu le bouche-trou et la pince à outils multiforme d'un théâtre. Et quels ont été les différents signes précurseurs de ce burn-out ? Alors au jour d'aujourd'hui, moi j'en vois plein, mais évidemment quand j'avais la tête dedans, j'en voyais aucun. Alors déjà, il y a comme un essoufflement qui est arrivé, un essoufflement qui était vraiment de l'ordre de l'essoufflement du plaisir chez moi. Parce que j'ai beaucoup été guidée par ça, le fait d'aimer profondément mon métier, de trouver un grand sens dans ce que je faisais. Et puis voilà, un essoufflement, un plaisir moindre à faire les choses. Après, il y avait aussi quelque chose où moi j'allais en scooter au travail, parce que je traversais toute la banlieue parisienne pour aller travailler. Et je m'étais toujours dit, tiens, quand mon scooter, voilà, c'est un scooter qui se vend pas beaucoup, etc. Quand je perdrais mon scooter, je changerais de travail. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi je m'étais dit ça, mais en fait, je m'étais dit ça. Et en fait, j'ai perdu ce scooter, je l'ai pas écouté. Et l'année de mon pré-burnout, j'ai eu un nombre de problèmes mécaniques pour aller au travail absolument hallucinant. J'ai tout fait. J'ai fait la crevaison, j'ai fait des pannes inexpliquées, etc. Il y a eu plein de moments, en fait, où on me disait, non mais là, en fait, tu n'y vas pas, c'est trop compliqué. Mmh. Mais en plus, ton métier, j'ai l'impression que c'était une vocation, un travail de cœur, quelque chose qui te plaisait. Et oui, c'était presque... En fait, moi, j'ai découvert le théâtre assez tard dans ma vie, à 20 ans. Et j'ai vu la lumière, quoi. C'est-à-dire que moi, je faisais avant des études j'ai fait maths sup et maths spé à la sortie du lycée.
sans aimer spécifiquement les maths, ni les sciences, mais j'étais douée, donc voilà, je suivais ça, mais il n'y avait pas... et puis j'avais du mal à avoir envie de ce monde que j'estimais un peu trop capitaliste, enfin voilà. Et tout d'un coup, quand j'ai découvert le monde du théâtre, j'ai vu tous ces humains qui jouaient, qui étaient dans un plaisir de vie, dans de l'invention, et je me suis dit, ah mais d'accord, mais en fait là, moi j'ai bien envie d'habiter là, dans ce monde-là. Et du coup, je me suis embarquée à 2000%, quoi. J'adorais ça, vraiment. J'adorais en voir, j'adorais en faire, j'adorais permettre aux gens d'avoir la même illumination que celle que j'avais eue, etc., etc. Et mais alors, qu'est-ce qui a provoqué ce burn-out si émotionnellement il y avait un sens en fait dans ce que tu faisais? Comment alors c'est possible? Parce que finalement, on a tendance, je crois, dans l'esprit des gens, d'associer le burn-out à un métier où on ne trouve plus de sens, ou finalement aussi les tâches qui deviennent très répétitives et très finalement insérées dans un système industrialisé. C'est-à-dire que même si on fait de l'art, on peut se retrouver à faire des choses de manière très mécanique parce que ça marche, parce qu'il faut faire ça. Et donc, voilà, je ne sais pas comment ça s'est manifesté pour toi. Alors c'est vrai que moi, j'avais pas un problème de sens. Parce que je considérais vraiment que mon métier était utile. Par contre, il y avait un côté sacrificiel un petit peu dans la façon que j'avais de le faire, c'est-à-dire je m'oubliais beaucoup. Et c'est aussi dans le théâtre, on souffre beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on est souvent 5 personnes pour faire le travail de 10 personnes. Et donc, on est toujours obligé d'aller mettre nos tripes sur la table en permanence. Et donc ça vaut pour soi, ça vaut aussi pour son équipe. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi pris en charge trop des choses qui ne m'appartenaient pas, qui étaient mais comment je peux faire pour que cette équipe aille bien, trouve du sens, trouve du plaisir dans cette espèce de machine à laver dans laquelle on rentrait au mois de septembre et dont on sortait mi-juillet en gros. Voilà, moi j'avais vraiment ce long tunnel qui était fait encore une fois de moments joyeux, mais qui était quand même laborieux, quoi. On travaille beaucoup les soirs aussi. Moi, je travaillais 3 soirs par semaine jusqu'à minuit. Le lendemain matin, évidemment, on ne peut pas dormir parce qu'on a plein de boulot. Donc, on y retourne à 9h du mat et on prend 3 cafés pour tenir. Enfin, c'est une vraie machine à laver, quoi, dans laquelle on rentre. Et d'ailleurs, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de burn-out, mais un peu comme dans le secteur associatif, comme dans le secteur de l'écologie aussi. C'est-à-dire que... De la santé, du care aussi. Voilà, en fait, on a l'impression... Moi, j'étais un soldat, clairement, j'étais un soldat de la culture, vraiment. Et donc, on n'a pas le droit de s'arrêter. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie qui a fait un burn-out et qui travaillait, c'était pas l'humanitaire, mais au sein de l'ONU, sur le terrain, etc. Et en fait, elle m'expliquait que elle adorait son travail profondément, mais finalement, c'est le travail qui la définissait. Et donc, quand il y a eu le confinement, etc., il y a eu une perte de sens en fait qui a lieu où on se demande qui on est. Parce que finalement, même si on aime son travail et que c'est ça qui nous permet de gagner notre croûte, s'il n'y a plus ça, qui sommes-nous ? Ça a été très très compliqué pour moi après le burn-out. C'est-à-dire que, alors moi, on le vit tous de façon différente. Moi, quand j'ai vu le burn-out arriver, ça a été assez soudain finalement. J'ai senti en effet quelque chose où j'étais face à une immense montagne qui était la plaquette de saison. J'en avais fait 10, puisque j'en faisais une par an. Et je sais pas, cette année, ce sentiment que j'allais pas y arriver, que j'étais face à l'Everest et que j'étais en tongs en fait. Enfin, et que ça ne marchait pas, impossible. Et j'ai cru, en démissionnant, que j'allais un peu être dans cette idée on a fait un marathon et on fait le dernier sprint. Et donc, comme c'est le dernier moment de la course, on va aller chercher cette fameuse énergie qui arrive d'on ne sait où, et on va la terminer, cette course. Et je m'étais dit ça.
Euh, Ce qui était évidemment complètement faux parce qu'en fait, moi, mon corps, il s'était déjà mis en immense fatigue et donc en fait, cette énergie-là, elle n'existait plus et j'avais beau penser, enfin voilà, imaginer la démission, cette énergie-là, je l'avais pas en ressources. Mais du coup, là où ta question, elle était, moi, elle s'est posée très très fort, c'est que quand j'ai donc quitté ce théâtre, toute la, on va dire la première année, qui je suis? Si je ne suis plus celle qui travaille dans un théâtre, qui je suis à partir du moment où c'était tellement de choses dans ma vie. C'était un combat politique, c'était mes amis, c'était mes loisirs, c'était énormément de choses. Donc c'est beaucoup de choses à reconstruire. Donc c'est une redéfinition de soi, en fait, finalement. Exactement, exactement. C'est la découverte d'un autre soi. Parce que sans le travail, le travail nous donne un statut, nous donne de l'argent, nous donne des relations. Et comme c'est 80% de notre vie, c'est ça dont il faut prendre Oui. conscience, je pense aussi, au préalable, avant de tomber dans le burn-out. C'est ça. Et c'est vraiment cette question, c'est ce qui fait aussi on a tendance à s'isoler aussi quand on a vécu un burn-out avant de s'être reconstruit. C'est cette peur on va me poser la question de qu'est-ce que je fais dans la vie et qu'est-ce que je réponds, quoi. À part, je faisais. Donc on répond au passé. C'est compliqué de répondre au passé à cette question-là. Et comment s'est caractérisé ton burn-out? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, donc déjà, ça a commencé par, je vais parler en année scolaire, à la rentrée donc de septembre 2018 cette fois. J'ai senti que c'était un peu, voilà, j'avais moins envie. J'avais aussi des difficultés au sein de l'équipe. J'avais cette salariée qui était partie comme j'avais expliqué, en ne pouvant pas monter dans le métro, ça m'avait énormément affectée, sans qu'on le travaille en fait, avec vraiment toujours cette tête dans le guidon qui fait que voilà, on avance, mais avec plein de petites cicatrices dont on s'occupe pas. Et donc j'ai senti vraiment que cette année, elle allait être compliquée. J'ai essayé de mettre des choses en place, des formations en équipe, etc. Mais je sais pas, j'arrivais pas à attraper le truc. Et moralement, je suis descendue, voilà, vraiment dans des choses assez noires que j'arrivais pas bien à m'expliquer, qui étaient de l'ordre de la dépression. En fait, j'en avais jamais fait. J'ai été voir une psy qui, en effet, m'a confirmé que j'étais dans cet état-là, qui m'a accompagnée quelque temps, mais voilà, sans que j'attrape complètement les choses. Et puis j'ai décidé de faire un stage qui s'appelait Réconciliation avec soi-même, dont j'avais entendu parler depuis longtemps, mais je travaillais encore. Ouais, je travaillais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai fait ce stage qui a été vraiment voilà, un très grand pas dans ma vie, qui m'amène d'ailleurs un peu à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ce stage, en fait, je me suis rendu compte à quel point je me sacrifiais et à quel point, en effet, il y avait plein de choses que j'aimais faire dans la vie que je ne faisais plus parce que ce travail me demandait trop de temps et trop d'énergie. Et en fait, au lieu d'enlever des choses du travail, j'ai rajouté des choses de la vie perso. Et donc, j'ai fait un millefeuille en étant voilà, à 300% au boulot, mais en rajoutant, je me suis inscrite à une chorale parce que voilà, ça faisait longtemps que je chantais plus. Je suis retournée au musée, je suis retournée au théâtre pour moi, alors que j'y allais beaucoup trop pour le travail en termes de programmation. Enfin, voilà, tout ça. Et je suis partie aux vacances de Pâques avec une accumulation de fatigue et avec tout un tas de dossiers que je prenais comme d'habitude pendant les vacances. Sauf que là, j'avais ma petite voix qui a dit « Ah non, non, tu travailles pas pendant les vacances, il n'y a pas moyen. Ça, c'est fini. » Donc, je n'ai pas travaillé, j'ai fait ma rebelle. Sauf que quand il s'est agi de reprendre le boulot, et ben en fait, je me suis dit « Ben non, mais en fait, ça ne va pas le faire. » Parce qu'en fait, si je travaillais pendant les vacances, c'était pas pour m'occuper, c'était parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Et là, il y a eu vraiment cette sensation de l'Everest en tongs.
très très forte. Et, euh, et donc, j'ai senti que je n'y arriverais pas. La lumière est devenue bleue d'un coup quand t'as dit C'est vrai. l'Everest, le froid. Donc, c'est ça. Là, Et donc, j'ai senti que j'y arriverais pas. Mhm. J'en ai parlé à mon compagnon qui s'est inquiété de cet état parce que j'avais quand même eu en plus plusieurs alertes pendant l'année. Et un soir, il était 19h30, j'étais à une réunion, ça n'avançait pas, j'avais pas fait le quart du boulot que j'avais à faire. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, je m'en vais en fait. Faut que ça s'arrête. C'est trop dur. J'ai plus l'âge en fait. Je savais faire à 20 ans, là, à 46 ans, c'est fini. Et je suis montée voir mon directeur, qui était encore là, mais qui partait, parce qu'il était donc 19h30, 20h. Et il m'a dit, ben, déjeunons ensemble demain. Et voilà, et je suis partie dans cet état un peu second de sentiment que j'étais arrivée au bout. J'avais pas vraiment préparé ce que j'allais lui dire, à part que j'avais quand même identifié depuis quelque temps qu'il fallait que je parte. Et on s'est assis, il m'a dit, bah, ça avait pas l'air d'aller hier, et je lui ai dit, bah non, en fait, je vais partir, Alexandre. Donc, il m'a regardé interloqué en me disant, bah non, évidemment que tu vas pas partir. Et là, je me suis entendue lui dire vraiment une phrase qui arrive d'on ne sait où, et je lui ai dit, bah si, parce que c'est soit je pars, soit je meurs. J'allais en venir à ça. Et quand j'ai entendu cette phrase, en fait, j'ai senti qu'elle était mais tellement vraie, tellement vraie. Oui, parce que justement, Et là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui a compris la gravité et qui a évidemment facilité, enfin voilà, qui a pas lutté, quoi, qui m'a pas... Parce que c'est la question que j'allais te poser justement. Le burn-out, c'est pratiquement une mort du corps et de l'esprit qui ne peut plus avancer. Tu es obligé de faire une pause nécessaire pour ta survie. Je crois qu'on peut vraiment parler de survie. Est-ce que tu as eu l'impression de mourir ? Alors j'ai eu en fait un état, moi, mais vraiment, mais d'une violence absolue. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment, j'ai cru en démissionnant que ça allait aller. Là, en fait, cette énergie nouvelle du dernier sprint, je ne l'ai pas trouvée. Vraiment, elle n'existait pas. Donc je suis en fait, donc ça c'était le vendredi quand j'ai déjeuné avec mon directeur. J'ai réussi à tenir jusqu'au mardi parce que j'avais une énorme journée et que je voulais pas ne pas la faire. Le mercredi, j'étais HS. J'ai fait Doctolib. Je suis allée chez le médecin au hasard. Elle m'a vue, elle a fait OK, arrêt de travail, 1 mois. Vous vous reposez, je veux plus entendre parler. Je lui avais dit mais non, je peux pas partir, ils ont besoin de moi. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit écoutez, vous seriez renversé par une voiture, ce qui de toute façon allait vous arriver si vous continuez à aller au travail. À vélo en plus. Donc là, je vous demande même pas votre avis, vous rentrez chez vous, je vous arrête. Et là, en fait, eh ben, j'ai dormi 1 mois. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je dormais 20 heures sur 24. C'était un truc, mais hyper flippant. Parce qu'en fait, je faisais genre... donc, je me réveillais pour mon fils qui à l'époque était au collège. Donc je faisais le créneau 7h, 8h. Je retournais me coucher parce que j'étais épuisée. J'émergeais vers 13h, 14h. Moi, j'ai toujours gardé l'appétit. Donc là, je mangeais. Et puis, je retournais dormir. Je faisais illusion de 18h à 20h quand mon fils rentrait du collège, etc. Et je redormais toute la nuit, de 9h à 7h du matin. C'était ouf. Et je savais pas du tout si j'allais un jour arrêter de dormir. Et quelles angoisses surviennent à ce moment-là ? Eh ben, on a l'impression que notre cerveau, il est passé au grille-pain. Vraiment. Et moi, je pouvais me dire, par exemple, quelque chose comme... je me disais, bah alors maintenant, la seule chose que je pourrais faire, par exemple, comme métier, c'est je vendrais des carottes et donc on me donnera un billet de 10 €. Je saurais que ça coûte 8 € et donc je saurais qu'il faut rendre 2 €. Ce sera mon max. Il ne faudra pas me demander plus. Et
je sais pas, je pensais que je n'allais plus jamais retrouver les capacités intellectuelles d'analyse, de compréhension, j'étais, mais Ouais, mais dans le burn-out, enfin, d'après les recherches que j'ai faites, c'est donc une fatigue extrême physique et émotionnelle, mais aussi cognitive. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien, en fait. ouais, ouais. Moi, par exemple, je perdais à des jeux. J'adore jouer aux cartes, aux jeux de société, etc. J'étais mais nulle. J'essayais de jouer aux cartes, mais un jeu de base, hein. Je savais plus jouer. Ouais, donc un cerveau brûlé, fatigué. Complètement, Hmm. complètement. Et est-ce que tu as eu une sorte d'épiphanie suite à ce burn-out, une prise de conscience vraiment forte et presque révolutionnaire, j'ai envie de dire? Alors, j'en ai eu une, mais ça s'est passé vraiment par. En fait, j'ai eu l'impression que ce burn-out, il faisait tout tomber. Il explosait les pièces du puzzle. Et qu'en fait, après, en allant chercher, mais alors je suis allée chercher partout, hein, parce que j'avais tellement envie de m'en sortir que j'ai tout fait. J'ai fait de l'astrologie, du chamanisme, tout, tout, tout. Je pense qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas fait dans Paris pour m'en sortir. Et après, ça a été vraiment, en effet, ces pièces de puzzle. Et quand on regarde, une fois qu'on a réussi à remonter le puzzle, on se dit, ah ok, c'était ça le message du burn-out. Mais alors le message, c'est... Alors après, moi, c'est ce qui m'a parlé, mais en fait, il y a vraiment eu cette... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. C'est cette idée qu'en fait, on arrive sur Terre, qu'on est dans un environnement qui nous oblige en fait à déployer de l'énergie, à s'inventer un costume en fait, en adéquation avec cet environnement, avec cette idée de, ok, alors si je fais ça, je vais m'en sortir. Et donc, comme un petit costume de guerrier, de soldat, où on se dit, ben, ok, en fait, il faut faire ça pour aller bien. Et donc, moi, voilà, j'ai pris mon petit costume, qui est un costume qu'on construit dans l'enfance, en fait, et avec les clés qu'on a de compréhension du monde à ce moment-là. Et c'est comme si, en fait, quand on arrive, une fois qu'on a construit sa vie, son foyer, son métier, etc., en fait, ce costume-là, c'est plus le bon. Parce qu'en fait, la guerre, elle est finie. C'est une guerre du passé, en fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus à se protéger. On a construit la famille qu'on aimait, on a trouvé une place dans le monde. Voilà, il y a de la place pour nous dans le monde. Et donc ce costume-là, si on continue en fait À l'incarner, à on est en l'incarner, décalage avec, on est en décalage en avec fait notre avec qui être. on est fondamentalement, c'est-à-dire cette personne beaucoup plus en sécurité que ce qu'elle croyait. Ou plus mûr. Voilà, ou plus riche, plus grande. Et donc toi, concrètement, c'était finalement secrétaire général, travailler dans un théâtre, ça ne correspondait plus réellement à ce que tu avais envie à l'heure d'aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans ce premier choix professionnel, il y avait vraiment quelque chose où je puisais mon énergie dans un, comment dire, dans une carte postale un petit peu de ok, c'est la fête, on a toujours le sourire, tout va bien, etc. On renvoie beaucoup ça au public, hein, c'est-à-dire que le comédien, il est toujours, voilà, il est toujours en forme, il est toujours de bonne humeur, etc. Et puis nous, l'équipe qui travaille dans les coulisses, c'est pareil. En fait, au jour d'aujourd'hui, moi, ça m'intéresse d'avoir quelque chose qui est moins de l'ordre de la carte postale, mais qui est plus de l'ordre de la vie réelle en fait, avec ce qu'elle a de positif et de négatif, et voilà, quelque chose de plus vrai. Et donc en fait, finalement, ce burn-out t'a permis de, quelque sorte, d'avoir le courage aussi de se redéfinir autrement en fait.
Et comment tu as fait pour te dire, tiens, je vais faire accompagnatrice funéraire? Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord en quoi consiste ce métier? Et ensuite, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que tout de suite, il y a funéraire. Je sais pas, dans un repas mondain, tu dis, moi, je suis accompagnatrice funéraire. Tout de suite, ça met un gros blanc. Moi, c'est pareil quand je dis que je fais un podcast sur la mort et le deuil. Donc, comment est-ce que tu peux nous expliquer ce revirement? Oui, alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un long chemin. Parce que ce qu'il faut savoir aussi avec le burn-out, en tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé chez moi, c'est-à-dire que c'est considéré comme un trauma. Donc on vit quelque chose d'extrêmement intense, notamment le corps, avec un niveau de stress, un niveau de perte de pouvoir très très fort. Et qu'on s'inflige à soi-même, hein. C'est ça que je trouve ça dingue. C'est pas quelque chose, c'est pas une guerre, c'est pas une maladie, c'est pas... Non, c'est créé par l'intérieur de soi. Alors après, il y a quand même toujours un lien avec un contexte, hein. Moi, j'ai été accompagnée par une psychologue du travail qui dit c'est la rencontre entre une personnalité, quelqu'un qui a du mal à poser les limites de son engagement, de sa sécurité aussi, avec un environnement qui, cet environnement également pose peu de limites. Oui, puis c'est sociétal, quoi. Donc, on est obligé d'avoir un travail pour vivre. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de composer avec ça. Et il y a des structures dans lesquelles les burn-out sont facilités parce que le travail est toujours infini, parce que les charges de chacun ne sont pas clairement définies, etc. etc. Non, mais c'est une maladie. Et ça, c'est un long travail. C'est un travail aussi qu'on doit faire quand on fait un burn-out, c'est de sortir de la culpabilité. Et de se rendre compte, moi j'avais beaucoup cette idée que je n'avais pas donné l'alerte et que donc je m'étais écroulée et que j'avais abandonné le navire sans avoir sonné envoyé les tempêtes, comment on dit là, les fusées. Oui. Et en fait, la psychologue du travail, elle est revenue un petit peu et elle m'a dit, bah non, ça c'est une fusée que vous avez envoyée à tel moment, ça c'est une fusée. Vous n'avez pas été entendu dans les fusées que vous avez envoyées, mais vous avez envoyé des fusées. Ça, c'est très important vraiment de comprendre qu'on est évidemment responsable de sa vie, mais qu'on a aussi un environnement qui a favorisé l'écroulement. Et donc après, ça a été une année de reconstruction dans laquelle je pouvais avoir parfois des vraies rechutes, de perte d'énergie, de stress aussi. Et donc fallait remonter et puis je redescendais, fallait remonter. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui à la PEC ou à Pôle emploi, etc., qui temporisaient mes envies de formation, qui temporisaient mon inquiétude aussi à retourner sur le marché du travail et qui au contraire m'enjoignaient à prendre le temps de comprendre, de se reconstruire, d'arriver en fait en force dans un nouveau chemin professionnel. Et ça a été en fait un travail avec du coaching qui a été proposé par ma mutuelle, où là on a remis vraiment à plat en groupe tout ce qui avait été de l'ordre tout ce qui était important en termes de valeurs, tout ce qui avait été les succès, etc. Et petit à petit, l'idée, ça a été d'identifier les endroits de compétence, les endroits de confort aussi, voilà, ce qui nous drive un petit peu. Et le funéraire, il est arrivé par plein d'endroits. Il est arrivé parce qu'il se trouve que dans ma vie personnelle, moi, j'ai eu à m'occuper d'un enterrement. Et d'un enterrement qui était extrêmement douloureux parce que c'était ma sœur qui a perdu sa petite fille. Et que vraiment, ce moment-là, il a été... je me suis rendu compte à quel point c'était important pour nous en plus qui sommes athées dans ma famille d'aller puiser dans l'amour des autres, l'amour de la poésie, dans la musique, dans tout ce qui fait que la vie a du sens, pour essayer de diluer le chagrin, pour essayer de trouver des bouffées d'air en fait par rapport à ce qui nous arrive. Transformer peut-être. Oui, et une forme on peut pas accepter, on peut pas comprendre complètement, mais par contre, on allume des lumières, quoi. Et ces lumières-là, en fait, en les allumant, elles tracent un chemin
sur le deuil. Et le sens du rite funéraire, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'aller convoquer tout ce qui va pouvoir nous aider à passer cette tragédie et à rester debout, quoi. Et concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors en fait, le principe, c'est que les gens qui sont confrontés à un deuil, au lieu d'appeler une pompe funèbre, ils m'appellent moi. Et du coup, moi, je me déplace à domicile. Et là, on va envisager en fait toute la partie démarche qui va venir extrêmement rapidement en fait, hein. Où est le corps? Est-ce qu'on ramène le corps à domicile pour faire une veillée? Est-ce qu'on lui trouve un autre endroit de repos pour avoir ce temps d'adieu au visage qui est très important? Dans quel endroit on l'emmène ensuite? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut être enterré? Est-ce qu'il y a une crémation? Est-ce qu'il en avait parlé? Et donc, toutes ces questions qui se posent très très rapidement, en fait, quand on est confronté à un deuil. Et tu deviens l'intermédiaire entre celle de la Exactement. famille Et ensuite, et les pompes funèbres, alors? Voilà, c'est-à-dire que moi, je vais du coup pouvoir ensuite contacter soit des partenaires si c'est dans ma région, des pompes funèbres dont je connais le travail, dont je connais les prix, dont je connais l'honnêteté aussi, et donc à qui je vais pouvoir confier les convois à partir du choix des familles. Et si c'est dans un territoire que je connais moins, je vais arriver en fait en termes d'interlocutrice et je vais pouvoir moi négocier un devis de façon beaucoup plus solide qu'une famille qui est confrontée à un deuil et qui a vraiment autre chose à faire que de savoir combien ça coûte à ce moment-là, avec tout le risque que ça peut avoir de se faire arnaquer, parce qu'hélas, il y a quand même des histoires par rapport à ça parfois. Et après, moi, ce qui va aussi vraiment être ce qui m'importe, c'est de construire l'hommage avec la famille. C'est-à-dire que d'avoir vraiment une cérémonie sur mesure. Il ne s'agit pas de faire forcément des choses extraordinaires en fait, mais juste de poser des gestes, de poser des mots qui vont faire que l'enterrement de cette personne-là, en fait, il ne ressemble absolument pas à l'enterrement de son voisin, parce qu'en fait, on va mettre tout ce qui constituait sa vie à l'intérieur. Et ça va faire comme un espèce de feu de camp, où toutes les personnes qui l'ont aimé, en fait, elles vont venir pouvoir alimenter ce feu et se réchauffer autour de lui. Et vraiment essayer de créer de cette cérémonie un espace d'héritage, de puissance, de communion, qui fait qu'on mélange notre chagrin avec de la lumière, quoi. Mm-hmm. Et cette cérémonie, elle a lieu, elle peut avoir lieu dans une église ou dans un crématorium? Oui, alors en fait là, moi j'ai pour l'instant les familles qui me contactent, c'est surtout des gens qui justement vont pas à l'église parce que du coup c'est pour celle-là qu'il y a le plus un manque et un vide. Après on peut imaginer évidemment une complémentarité avec les cérémonies à l'église parce que souvent les prêtres maintenant ils ont plusieurs paroisses donc ils n'ont pas le temps de venir au cimetière par exemple et parfois la famille elle est laissée seule au cimetière et du coup c'est intéressant aussi de pouvoir vraiment imaginer une journée entière d'hommage dans lequel la famille ne se retrouve jamais seule. Et j'ai dit crématorium, mais c'est funérarium en fait. Hein. Alors, non, les deux existent. Hein. Le funérarium, c'est là où on va visiter le corps du défunt. Et le crématorium, c'est là où la cérémonie de crémation a lieu, mais oui, c'est souvent un endroit où il y a des salles de cérémonie. Et donc, on va pouvoir se retrouver dans un crématorium pour des cérémonies civiles. Donc ça c'est les endroits classiques qu'on connaît. Après moi j'ai travaillé dans un jardin parce que la famille avait un jardin dans lequel c'était possible d'accéder avec un cercueil et donc on a fait la cérémonie sous les arbres dans le jardin, c'était très beau. J'ai fait sur quelqu'un qui prenait des cours de dessin. On a eu la chance que les gens qui s'occupaient de ce cours de dessin, en fait, c'était une association protestante, acceptent qu'on fasse l'enterrement dans la salle. Et du coup, il y avait tout de suite quelque chose de la vie qui était présente parce qu'il y avait toutes les œuvres de cette personne qui étaient exposées. On a fait ça parfois dans un endroit qui était plutôt destiné au mariage, un prieuré. Là, c'était sur une cérémonie où il y avait énormément de gens qui étaient invités, 400 personnes. Et donc, l'idée, c'était
C'était un monsieur qui était mort très brutalement, de façon très soudaine, et là, il y avait vraiment besoin de raconter l'héritage. Il avait des enfants qui étaient tout petits, et l'idée, c'était vraiment que ce soit... C'était suffisamment sordide pour qu'on n'aille pas dans une salle triste. Et comme c'était quelqu'un qui aimait le beau, qui aimait les vieilles pierres, qui aimait les bien manger, et ben, l'idée, c'était que la salle représente aussi ce qu'il avait fait dans sa vie. Et donc, si je comprends bien, c'est face au vide religieux ou spirituel des personnes que tu accompagnes et qui sont athées, tu proposes finalement de valoriser l'héritage qui a été laissé. Oui, moi en fait, je vais essayer de travailler sur ce qui ne meurt pas. D'accord. Et ça va être des choses, mais vraiment toutes simples, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à la fois un amateur de grand vin et en même temps sa boisson non alcoolisée préférée, c'était de l'orangina. Et ben on va en fait après la crémation, il y aura 3 bouteilles d'orangina, des verres en plastique, et tout simplement on va trinquer à l'orangina. Et en fait c'est cette idée que cette personne-là, en fait, certes, son corps ne sera plus avec nous, mais son esprit, en fait, ce qu'il a été, peut l'être. Et en fait, elle peut l'être de façon très concrète, par des parfums, par des paysages, par des sons, par des musiques. Et ça, en fait, ce lien qui continue, en fait, et ben, vraiment par rapport au vide de l'absence, c'est quelque chose qui nourrit et qui apaise. Et je viens juste de parler donc de vide spirituel, de vide religieux. On en avait parlé au téléphone. Quel a été le premier constat que tu as eu face à ce manque que on pouvait rencontrer auprès de ces endeuillés? Comment tu as réagi? Quelles ont été tes premières pensées face à cela? Et ben, en fait, il y a vraiment quelque chose, en effet, où quand on assiste à une cérémonie qui est pour moi une caricature de cérémonie, c'est-à-dire où en fait on va être accueilli par un maître de cérémonie qu'on n'a pas rencontré avant. On va nous lire un texte qu'on ne connaît pas, à côté de la plaque. Et ça va terminer par cette phrase très classique, que je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas à quelqu'un a dit que c'était intéressant d'entendre ça à ce moment-là, c'est le fameux bon courage, avec la tête un peu sur le côté. Mais quel cauchemar, quel cauchemar. Et donc, s'il vous plaît, ça, c'est pas possible, en fait. Ça, je pense vraiment que l'humain, il est bien plus beau et bien plus grand que ça. Et c'est vraiment dans ce qu'il a dans ses ressources qu'il va falloir puiser. Donc ce métier, parce qu'il est très récent, ce métier d'accompagnatrice, accompagnant du funéraire, répond finalement à un besoin de ces endeuillés qui se retrouvent en fait à des enterrements où ce sont des pompes funèbres qui s'occupent de ça, d'une cérémonie qui est expédiée. Ça, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais on sait qu'il y a un recul de la religion depuis les années 60, que c'est de plus en plus une prise en charge en fait de la mort par des professionnels qui eux doivent répondre à des chiffres, ont un budget en tête. C'est une entreprise quoi, de la mort. Et donc finalement, ce métier-là, si je comprends bien, est né de ces besoins. En fait, en effet, alors déjà, heureusement, il y a quand même des pompes funèbres qui travaillent bien. Ouais, et qui mais des coopératives funéraires d'ailleurs. Oui, il y a des coopératives. En fait, moi, je pense que la règle d'or, c'est prendre le temps. Parce que si on ne prend pas le temps de rencontrer la famille, forcément, c'est à la famille de rentrer dans les cases qui lui sont imposées.
Et donc, dans ces cérémonies qui, franchement, sont quand même très uniformes, où voilà, on nous accueille un peu toujours avec les mêmes mots, les textes lus sont les mêmes, les gestes proposés sont les mêmes, etc. Et donc, en fait, on finit par enterrer quelqu'un sans qu'il soit présent, à part avec son nom et son prénom qui sont dits en début de cérémonie. Et ce temps passé, en effet, c'est forcément un temps qui se décale un peu d'un objectif commercial, puisque il n'est pas 90% de la marge des pompes funèbres se fait sur le cercueil et ses accessoires. Voilà. Et en fait, l'accompagnement, la création de cérémonies, c'est pas encore quelque chose qui est valorisé. Parce qu'encore une fois, pendant très longtemps, les religieux faisaient ça très bien. Donc on était en fait, en effet, les pompes funèbres, c'était des fournisseurs de boîtes, de cercueils, de corbillards, d'organisateurs de convois. Mais toute la partie spirituelle et accompagnement était déléguée à la religion. Au jour d'aujourd'hui, on a 10% de pratiquants en France. Forcément, sur les 90% qui restent, il va y avoir encore un peu parfois de passage à l'église, mais il va perdre de son sens. Et donc cet accompagnement, en fait, c'est pour ça que c'est un métier qui est en train de s'inventer, c'est parce qu'en fait, c'est un métier dont on a besoin aujourd'hui dans notre monde contemporain, parce que, en fait, ce grand passage qu'est la mort, si il n'est pas pensé, enfin, si la religion et ce qu'elle nous raconte de vous inquiétez pas, il est à côté de Dieu, tout va bien, il est sur des petits nuages, si ça nous parle pas, si ça n'a pas de sens par rapport à ce en quoi on croit, et ben ça veut dire que on n'a rien d'autre, on a juste une musique, un temps de recueillement dans lequel on reste un peu silencieux parce qu'on n'a pas les prières, parce qu'on n'a pas tout le protocole, tous les rites que les religions, que les croyants, eux, ont. Et moi, je crois justement que dans cet espace d'humanité, et ben la spiritualité, mais qui est en fait pas une spiritualité forcément la même pour tous, en fait, qui est juste l'amour qu'on avait pour cette personne-là. Tout simplement. Et pourquoi, alors, du coup, tu nous as pas expliqué pourquoi tu as choisi ce métier d'accompagnatrice funéraire, surtout que l'on pourrait penser que c'est un métier qui demande d'aller puiser dans ses ressources émotionnelles. Et justement, tu as choisi ce métier quand même à un moment de ta vie où tu étais très vulnérable. Et alors, oui, alors j'étais moins vulnérable quand je l'ai choisi parce que, en effet, je pense que c'est un métier qui impose vraiment d'avoir travaillé ses propres deuils. Mais c'était très frais, c'est ça que je veux dire. Mais c'était frais, en effet, en effet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important, en tout cas, c'est un métier qu'on peut pas faire sans prendre soin de soi. On en avait parlé par téléphone, c'est-à-dire que, en effet, on récupère des énergies qui sont des énergies de tristesse, de chagrin, de fragilité. Et donc, nous, ça nous demande d'être très au clair avec la conscience de ce qu'on peut donner, de ce qu'on ne peut pas donner, des limites de l'aide qu'on peut apporter. Voilà, on va pas sauver les gens, on va juste les accompagner pendant ce temps très important des premiers jours d'un deuil. Et ensuite, ce sera à d'autres personnes de prendre le relais. Peut-être des psys, peut-être leur famille, leurs proches, ça dépendra de chacun. Mais nous, on va juste être là pour les premiers temps. Et alors, par rapport à moi, oui, mon chemin, donc il y avait eu cette graine qui avait été plantée d'un moment où je m'étais sentie particulièrement utile et où j'avais eu ce sentiment de savoir-faire. Voilà, parce que finalement, ça ressemblait un peu au théâtre. Parce que ça ressemblait un peu à de la coordination d'équipe, parce que tout ça. Et puis dans ce long cheminement où je suis encore une fois allée voir toutes les ressources possibles et imaginables pour comprendre en fait ce qui m'arrivait, et ben il y a eu des morts qui se sont invitées et de façon parfois très concrète, c'est-à-dire que moi, j'ai ouvert des portes que je n'imaginais pas. J'étais quelqu'un d'assez rationnel, j'étais
Alors, beaucoup dans l'émotion, dans le conte, parce que dans le théâtre, on est là-dedans, mais par contre, je m'étais jamais vraiment intéressée à la vie après la mort, je m'étais jamais vraiment intéressée aux signes, voilà, je poursuivais mon bonhomme de chemin sans avoir d'interrogation par rapport à tout ça. Et je m'étais aussi assez peu intéressée en fait au transgénérationnel, qui a été en fait un des grands chemins qui m'ont amené moi à faire ce métier. Et quand on fait un burn-out, il y a vraiment cette idée d'aller s'intéresser à la cave. C'est-à-dire, ok, qui je suis en fait. Comme tous les deuils, en fait, j'ai envie de Exactement. Dire. Exactement. Parce que, en fait, faut nettoyer. Faut nettoyer. C'est ce qui va permettre de comprendre ce qui nous est arrivé et que ça recommence pas. Et moi, dans cette exploration des caves, en fait, je suis tombée sur des secrets de famille très gros, très importants, qui étaient liés au deuil, à des deuils non exprimés, en fait, par mes parents, donc père et mère. Et j'ai vraiment eu notamment ma grand-mère maternelle qui s'est invitée très fortement dans ce chemin de reconstruction, qui est en fait quelqu'un qui s'appelle Simone, que je n'ai pas connue, qui s'est suicidée quand ma mère avait 17 ans. Et il se trouve qu'en plus, quand elle s'est suicidée, son mari a découvert son corps et est mort d'une crise cardiaque. Donc ma mère a perdu ses 2 parents le même jour, à 17 ans, dans des conditions tragiques. Je pense qu'un téléfilm de TF1, on aurait dit oh, c'est pas trop crédible en fait, c'est un peu trop. Et ben la vie l'a fait. Et il se trouve que ma mère a fait le choix, parce qu'à l'époque, je pense qu'on fait le choix qu'on peut, de toute façon, de ne jamais parler de cette histoire à personne. Et tu l'as su très tard? Je l'ai su très tard. Je l'ai su alors par bribes. Moi, j'avais intégré très fortement le fait qu'on ne posait pas de questions à ma mère. J'étais dans une famille où, d'une façon générale, on parle assez peu, ni de ses émotions, ni de plein de choses. Et donc, une première fois, j'avais appris en faisant du stop à 16 ans par la personne qui me prenait en stop qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça pouvait être ma famille alors que le grand-père existait mais il s'était suicidé, etc. Bon, ok. Bon, première petite pièce de puzzle. Et puis j'ai laissé cette histoire très longtemps de côté. C'est-à-dire que l'autostoppeur, En fait, la personne qui me prenait en stop ne comprenait pas comment je pouvais aller chez mes grandes tantes puisqu'elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles avaient bien un frère mais qui s'était suicidé il y a bien longtemps. Et tu lui avais raconté tes histoires Absolument pas. Moi, je ne les connaissais pas, ces histoires. Je partais de... Moi, à cette époque-là, j'avais 16 ans et je m'étais raconté que les parents de ma mère étaient morts dans un accident de voiture quand elle était jeune parce qu'elle avait peur en voiture. Voilà. La nature a horreur du vide et donc les enfants, en fait, ils remplissent des trous, quoi. Voilà. Moi, j'avais rempli ce trou-là, mais je n'avais jamais parlé. C'était vraiment un secret intégré, très, comme on peut après... Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de sujet interdit. Et donc, cette grand-mère, elle s'est invitée une première fois. J'ai fait ce qu'on appelle un rebirth. C'est un travail sur de la respiration holotropique où on convoquait un défunt dans l'exercice que je faisais. Et alors que je ne connaissais à l'époque ni son prénom, que je n'avais jamais vu son visage, que je n'avais pas conscience de l'importance qu'elle avait eue dans la construction de ma vie, elle est arrivée. Et je savais que c'était elle. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est complètement barré évidemment pour la majorité des gens qui entendent ça, mais je le savais. Et à partir de là, je me suis intéressée à elle et donc je suis allée sur sa tombe, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert l'âge à laquelle elle était morte. Et donc, c'était 44 ans. Et c'est l'âge où j'ai fait mon burn-out. Et ça c'est venu vraiment... je me suis rendu compte qu'en effet, tout ne m'appartenait pas. Et qu'il y avait un vrai nettoyage à faire de ce passé pour repartir sur des bases plus saines. Ouais, mais c'est dingue tout ce que tu... Enfin, je trouve que ça prend totalement sens. On se définit par le travail, mais comme je crois que tu l'as dit tout à l'heure, on arrive avec tout un tas de choses qui nous caractérisent.
qui fait que si on soigne pas des choses que l'on porte forcément, cette sphère du travail qui est aussi névrotique va soulever, va révéler d'autres choses qui sont enfouies en nous. Et ce qui fait que je crois que on peut appliquer ton histoire à plein d'autres choses, c'est-à-dire dans le sens où on peut... je sais pas comment expliquer ça, mais... Là, je me perds dans mes pensées, mais c'est tellement fort ce que tu racontes. Mais en fait, il y a vraiment cette idée d'un chemin vers soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, vraiment, je pense que le théâtre m'a sauvée quelque part. Parce que même si j'ai ce côté très comme ça, bouillonnant, plein d'idées, j'avais une mélancolie profonde qui ne m'appartenait pas vraiment. Et qui, en fait, avec le théâtre, j'ai aussi cette hypersensibilité à gérer, tu vois, avec beaucoup d'émotions, etc. Mais en fait, au théâtre, tout ça, c'est accepté. Au théâtre, dans une même journée, dans un même spectacle, on va rire, on va pleurer, on va se mettre en colère, etc. Et ça, moi, dans une famille très silencieuse, dans laquelle vraiment tout est mis sous le tapis, mais enfin, quoi, enfin enfin un endroit où on peut être dans de l'émotion vraie. Et du coup, ça a été comme une autorisation à aller expérimenter tout ça. Sauf que le burn-out, il est venu me raconter qu'en fait, je l'expérimentais, mais dans une case qui n'était pas la réalité. Tu vois ? Et c'était comme si, en fait, finalement, il y avait cette idée de... Allez, on enlève la scène. Oui, là. voilà. Mais c'est là ça. où je voulais en venir. C'est que je pense vraiment que on doit dealer avec différentes sphères dans notre vie, tout au long de notre vie. La sphère du travail, de la société qui nous demande de faire un travail. Finalement, on arrive sur Terre. Qui a dit qu'il fallait qu'on travaille ? C'est une invention, en fait. On pourrait très bien être dans un monde où, finalement, c'est du troc. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que d'autres problèmes psychologiques surgiraient, d'autres choses pourraient survenir. Mais dans le cas du travail, c'est là où je crois que c'est très malicieux ou on ne voit pas venir. C'est qu'on est tellement défini par le travail qu'on en oublie toutes les strates de notre être. Complètement. Moi, il y a une énergéticienne aussi qui m'a beaucoup accompagnée pour vraiment retrouver une énergie plus physique. Donc moins dans cette idée de comprendre, mais dans cette idée vraiment de soin. Et elle me disait, mais en fait, vous êtes comme une carafe d'eau. Vous passez votre temps à remplir des verres et vous ne retournez jamais à la source. Et donc forcément, elle avait identifié en gros la naissance de mon fils, qui était un peu le moment où, évidemment, on a besoin de temps pour s'en occuper. Et donc, le temps, on va pas le prendre au travail, on va pas le prendre chez les amis, on va pas le prendre dans notre couple, on va le prendre dans les temps perso. Et ça, c'est vraiment des temps où, parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai pas besoin de faire du yoga, j'ai pas besoin de... Et en fait, mais c'est fondamental. Mais c'est surtout donc, c'est fondamental d'aller à la source. On vit sur scène en permanence, en fait. Je crois que c'est Carl Jung qui parlait de la persona. On se crée des masques en permanence pour pouvoir survivre socialement. Et c'est là où, tout à l'heure, je perdais mes mots, mais là, ça me paraît beaucoup plus clair. C'est que on est obligé de se créer une personne pour pouvoir... au travail, on va pas forcément parler de la grand-mère qui est morte tragiquement. Ça ne se fait pas. Et comme le travail est 80% de notre vie, si on n'est pas conscient de qui on vit dans une vaste blague en permanence jusqu'à la fin de nos jours. Complètement. Et c'est vrai qu'en plus, moi, il y a eu vraiment aussi ce besoin de comprendre ce qui me drivait, c'est-à-dire ce qui m'avait emmené dans le mur. Parce que si on comprend pas ce qui nous amène dans le mur, en fait, on se dit, ok, donc je ne peux plus être comment j'étais avant, mais je ne sais pas être différente. Donc, comment je fais ? Et le risque, c'est vraiment au lieu de résoudre un burn-out, ça va être de dire, alors je vais faire un peu moins. Je vais travailler moins, je vais m'exposer moins, je vais stresser moins, etc. Mais une vie où en fait on ferait moins,
Mais quel cauchemar. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible. Et donc l'idée, c'est au contraire de se dire, mais alors, tiens, pourquoi j'ai pas écouté ce signe-là? Pourquoi ça m'a fait mal quand on m'a dit ça? Et en fait, moi, j'ai compris que j'avais vraiment, par exemple, dans mes drivers, moi, j'avais vraiment, il faut que tout le monde m'aime. Bon, mais c'est pas possible, en fait. C'est un puits sans fond, c'est-à-dire que non, tout le monde ne m'aime pas, les gens ont autre chose à faire que m'aimer, c'est tant mieux pour eux. Et j'aurais beau faire tout ce que voilà, du mieux que je peux, il y aura toujours des gens à qui je ne plais pas. Et c'est pas grave. Mais pour moi, à l'époque, c'était grave. Maintenant, ça ne l'est plus, mais à l'époque, c'était hyper grave. Et donc, il pouvait y avoir 20 personnes qui m'aimaient. Si la 21e ne m'aimait pas, c'était être sûr que monde. Voilà, j'étais que sur ça. Ouais. Mais je crois que ça arrive à beaucoup de monde. Est-ce que... alors, tu as dit que tu étais hypersensible. Est-ce que c'est une hypersensibilité qui a été diagnostiquée ou c'est quelque chose vraiment tu te considères comme... des émotions se manifestent de manière violente? Alors non, elle n'est pas diagnostiquée et en plus je pense que chez moi elle n'est pas, par exemple j'ai pas l'odorat très sensible comme j'ai des amis comme ça qui sont hypersensibles. C'est un trait de caractère. Quelqu'un porte un parfum, etc. Moi ce que j'ai c'est que si tu me racontes quelque chose de triste, tu peux être sûr que je me mets à pleurer, mais immédiatement. Mais même si, mais immédiatement. C'est-à-dire que, mais pareil sur les films ou les spectacles, mon fils, il se moque toujours de moi. C'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il y a un milligramme d'émotion dans une scène, il se retourne et je suis déjà en train de pleurer. Voilà. Et donc c'est pour ça que je te pose cette question parce que alors du coup quand on peut imaginer que les enterrements c'est quelque chose d'extrêmement triste, c'est sûrement les moments les plus tristes de nos vies. Comment tu fais pour canaliser ces émotions liées au deuil, à la tristesse et surtout de rentrer chez toi de manière sereine sans t'investir émotionnellement dans les tristesses des autres? Alors ça, c'est une vraie question que je me suis posée au départ parce que je me suis dit, mais alors moi, dans un enterrement, mais comment je vais faire? Je vais m'écrouler en fait, tellement je vais être incapable. Et j'en avais beaucoup discuté avec des gens qui étaient maîtres de cérémonie, qui travaillaient sur les enterrements. Alors, il y a vraiment deux écoles. Il y a une école qui dit, ah ben moi, j'écoute pas. Comme ça, je pleure pas, parce que j'écoute pas les textes. Donc, je suis focus sur ce que j'ai à faire, la musique à passer, les photos à passer, etc. Bon, moi, j'ai vite senti que ça allait pas le faire pour moi de pas écouter, parce que pourquoi être là si c'est pour passer à côté de l'humanité qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et puis d'autres qui disaient, ben oui, parfois je pleure, mais ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Deux, je confonds pas le chagrin des gens qui sont à l'enterrement et qui vont avoir à dealer avec le manque, avec un chagrin qui est juste un chagrin d'empathie. Vous êtes humain, je suis humaine, et donc votre tristesse me touche. Et en fait, moi, je considère aujourd'hui que vraiment, dans le funéraire, on a trop voulu demander aux équipes de se protéger de la souffrance des familles, comme s'il fallait se protéger de la souffrance pour tenir un peu. Mais du coup, on a pu créer parfois ce sentiment alors, quelque chose qui est un peu vide de sens pour les équipes, parce que finalement, si on n'est pas touché par les humains qui sont en train de vivre, on est uniquement dans des gestes un peu mécaniques à faire. Et de la part des familles, ça peut créer aussi quelque chose où on se dit, mais ils font ça comme... Enfin voilà, comme si ça n'était pas important alors que c'est fondamental, c'est cette journée. Et donc aujourd'hui, moi, j'accepte d'être traversée par les émotions pendant une cérémonie, mais par contre, je reste un pilier de l'organisation de cette journée et donc je suis très attentive au respect des horaires, des choses à faire, voilà, pour que la famille n'ait pas à s'inquiéter et soit vraiment pris en charge à ce niveau-là. Et après, tu parlais aussi de comment on rentre chez soi quand on a travaillé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enterrements sont à la fois empreints de tristesse et en même temps
déborde d'amour. Mm. Et donc, en fait, mais vraiment, je trouve que c'est un des moments de la vie où les gens sont le plus vrais, où les gens sont le plus bienveillants les uns avec les autres. Et en fait, on repart avec ça beaucoup, avec tous ces signes. Et puis, on est aussi, quand on a pu être utile aux gens ce jour-là, on a une capacité à être remercié. Enfin, c'est assez magique ce qu'on reçoit de la part des familles aussi. Et donc, il y a souvent le soir des enterrements, on est presque, comment dire, Dans un esprit on est presque empreint de galvanisé religieux, je trouve. par ce flot d'amour qu'on a reçu. Et D'accord. c'est plus le lendemain qu'il faut faire attention, parce que le lendemain, un peu comme pour les familles d'ailleurs, il y a le chagrin qui domine. Et là, l'idée, c'est vraiment en effet, de faire partir ce qui, le défunt. Alors, moi, je reste en lien avec les familles que j'accompagne, parce que pour moi, c'est important de ne pas fermer la porte. Si elles ont besoin de quoi que ce soit, je reste là. Mais par contre, là, ça va être mon chemin, ça va être vraiment de retourner à ma propre vie. Et donc, souvent, j'écris ou voilà, je vais me faire masser, je fais du yoga, je reviens à l'ici maintenant et je reprends un peu mon propre chemin pour pouvoir repartir sans garder les traces de ce qui vient de se passer. Et tu as une pratique spirituelle ou philosophique qui accompagne cette démarche que tu as en tant qu'accompagnatrice du funéraire ? En fait, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est en fait de penser que la mort n'est pas forcément une fin. C'est-à-dire que je pense vraiment un lien avec les morts est possible. C'est-à-dire, alors pas forcément en effet moi, je suis pas médium, hein, donc j'ai pas accès à des phrases, à des conversations, etc. Mais par contre, moi, je sais que ma mère adorait la Bretagne, elle adorait voilà, cuisiner le gratin dauphinois, elle adorait randonner. Et ben ça, c'est des choses qui en fait font partie de ma vie, alors qu'elle est plus là, mais qu'elle m'a transmise, qu'elle m'a offerte. Et c'est vrai que quand j'arpente les paysages qu'elle aimait particulièrement, quand je fais quelque chose qu'elle aimait particulièrement, et ben finalement je suis en lien avec elle. Et donc ça, je crois beaucoup en effet qu'on peut continuer à faire, voilà, à inscrire le défunt dans un héritage. Et après, je pense aussi que on est plus mystérieux que ce qu'on veut bien le croire. Et donc moi, quand je vois le visage de cette grand-mère, par exemple, ben, je me dis waouh, donc ça veut dire que peut-être je vais le revoir plus tard. Enfin, je me laisse faire par le mystère, en fait. Et d'ailleurs, ça m'aide je beaucoup. repense à ce moment-là de ta vie où tu as vu le visage de ta grand-mère dans cette expérience de Rebirth. Tu as vu des photos après pour pouvoir... Non, j'ai aucune photo de ma grand-mère. J'ai pas pu vérifier. Et en plus, je m'en souviens plus de son visage. Je me souviens parce que j'avais pas convoqué c'était un exercice, hein, c'était toute une semaine autour de la respiration holotropique. Et on n'identifiait pas le défunt qu'on convoquait. Et donc, c'est elle qui a pris place. Et je savais que c'était elle, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun souvenir du visage. En tout cas, c'est très beau comme histoire parce que je trouve que c'est ça qui... Enfin, je pense que pour toi aussi, mais ça a permis de guérir en fait quelque chose qui était enfoui. Et je trouve ça dingue qu'elle soit ressortie comme ça, de manière presque de l'ordre du hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard. Ouais, en tout cas, elle avait quelque chose à dire. Ouais. Elle avait vraiment quelque chose à dire. Qui a révélé tout un pan de ta vie après. Ouais, et puis tu disais aussi, mais alors comment le funéraire, et je voulais juste, parce que c'est important, je trouve aussi par rapport à un chemin de vie, à un burn-out, etc. Moi, quand j'ai fait tout ce travail sur les caves, la cave voilà, d'où on vient, etc., il y a aussi cette idée par rapport à des traumas qu'on a pu vivre, par rapport à une enfance avec des blessures, en fait, c'est comment, en fait, notre vie d'aujourd'hui peut prendre enfin, comment dire, faire de tout ce chemin une force.
Et du coup, comment on peut sublimer en fait. Alors, Boris Cyrulnik qui va parler de résilience par exemple, mais il y a vraiment cette idée de comment faire sens et faire que ce qu'on a vécu est rendu au monde en fait, dans une sublimation de ce qu'il a été. Oui, parce que c'est fondamental je crois que comme je suis encore dans ce travail d'exploration et d'identification en fait des stratégies de deuil et de résilience, c'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que il y a sublimation si on veut survivre, si on veut se transformer et faire, comme tu disais si bien, de cette douleur, de ce deuil, de cette tristesse, une force dans son chemin de vie. Mais du coup, à quel moment, parce qu'il y a des gens que tu peux rencontrer qui restent dans cette tristesse. Et je crois que c'est tout réside dans ces signes que l'on reçoit de l'extérieur. Mais bon, encore faut-il les voir, encore faut-il savoir les interpréter. Alors à moins qu'il faille une grosse claque comme un burn-out pour pouvoir être secoué. Mais il y a sûrement des personnes comme tout trauma qui ne réussissent pas à se relever. Alors en fait, moi, je crois vraiment que y a une phrase qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Mais moi, je crois beaucoup au fait d'aller aussi chercher des ressources extérieures. C'est-à-dire que je pense vraiment que seul, on s'en sort pas. Et moi, je sais que... Alors, il y a des choses, j'ai fait qu'une fois, hein, voilà, il y a des choses qui m'ont moins parlé. Mais finalement, d'être allé voir... autant de personnes différentes, d'avoir fait un travail sur le corps, mais aussi un travail très classique avec une psychothérapie que je continue d'ailleurs encore, d'avoir fait des stages, Et ben en fait, tout ça, ça m'a donné vraiment plein de ressources pour comprendre, pour avancer, et puis aussi pour traverser les moments où ça va moins bien, parce qu'on a tous des moments où ça va moins bien. Et plutôt que de lutter, en fait, vraiment d'accepter que la vie, elle est faite de ça aussi. Elle est faite de ces journées où, bah ouais, on a moins envie. On a moins envie. Et c'est OK, en fait. Oui, c'est impermanent de toute façon. Donc, comme le bonheur, tout passe, comme la tristesse. On va bientôt conclure ce podcast. Et j'aimerais te poser cette ultime question. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui dans ce métier ? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand je sens que je viens donner des ressources. C'est-à-dire que quand je sens que la personne, en fait, sait sur quoi elle va pouvoir s'appuyer pour les chemins qui lui restent à faire. Voilà, ça vraiment, ça me rend très heureuse. Et puis ça me rend heureuse aussi quand je vois les gens ne pas être... j'aime beaucoup dans les familles, en fait, à quel point on est différent face au deuil. Et quand on est à la fois ensemble et différent, et qu'il y a une place pour chacun, ça j'adore. Merci beaucoup Maya. Merci à toi Susanna. Je remercie infiniment Maya pour ce magnifique témoignage. J'espère que vous y trouverez des clés, comme d'habitude, pour mieux appréhender vos montagnes russes et pour y voir aussi un chemin d'espoir et de reconstruction dans tout événement qui peut nous bousculer profondément. J'ai un petit message à faire passer. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, je vous remercie d'avance de laisser un avis et 5 étoiles au passage. Cela aide mon travail à gagner en visibilité. Je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre présence à chaque sortie d'épisode. Je suis toujours agréablement surprise de voir le nombre d'écoutes. Merci à tous et à toutes et bien d'être là. Parce que sans vous, ce travail n'aurait aucun sens. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et très belle fête en perspective.